Mon nom, c'est Jean Provencher, je suis agent de changement social. Mon objectif dans la prochaine heure, c'est de vous aider à une sensibilisation accrue par rapport à ce qui se passe dans notre monde, dans les grands enjeux sociaux, environnementaux, économiques. Vous donner espoir en un monde futur, un espoir qui malheureusement est toujours tassé de côté dans les médias, dans le discours populaire, alors que dans le fond, il y a un monde extraordinaire en cours. Et troisième élément, bien sûr, c'est de vous amener à comprendre les divers types de solutions, les gestes quotidiens qu'on peut mettre en œuvre pour changer les choses. En fait, comme agent de changement social, j'ai juste mentionné au départ que j'ai publié l'an dernier un coffret de 5 volumes qui s'appelle « Être, penser, agir autrement ». Et il sera en vente en passant dans un kiosque là à droite. Ce volume-là a pris 5 ans à écrire et nous permet justement de faire, comme je disais tantôt, un état de notre monde. Tous les profits sont donnés à des œuvres humanitaires, donc je ne fais aucun revenu là-dessus. Donc, c'est vraiment une vocation sociale complète. Pardon? Bravo, merci. Allons-y. Donc, dans la conférence, on va y aller avec 2 grands volets, comprendre un peu notre monde d'aujourd'hui. Avancez, gênez-vous pas, on est en famille. Deuxième élément, quel est notre vrai pouvoir dans notre monde d'aujourd'hui? On a l'impression que, bon, on est juste des citoyens, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne peut rien changer. Je vais vous démontrer dans les prochaines minutes que oui, on change de quoi, puis il y a beaucoup de gens, de citoyens, de groupes qui ont fait changer les choses partout sur la planète et qui continuent à le faire. Il faut comprendre une chose dans notre monde aujourd'hui. D'une chose, premier élément, on est vraiment un dos au mur. On est en train d'affronter la situation, une première dans l'histoire de l'humanité, à travers les grands enjeux auxquels on fait face. On pense au réchauffement climatique notamment. On pense aux enjeux économiques, aux enjeux éthiques et sociaux. On parle aux inégalités sociales, aux répartitions de richesses. Bref, on est dans une circonstance, dans une situation où vraiment c'est tout nouveau. On affronte ça pour la première fois de l'histoire. On a une obligation, au moment où on se parle, de tout remettre en cause. Notre façon de consommer, notre façon d'acheter, notre façon de produire. Bref, on remet tout en cause, ce qu'on n'a jamais eu à faire dans le passé. Donc, on arrive à un constat général, le développement traditionnel, le développement de notre monde, comme on l'a entendu depuis toujours, a échoué. On est obligé maintenant d'adopter une autre forme de développement qui va venir, en fait, contribuer à un monde meilleur et à un monde plus responsable. Il y a lieu d'exister parce que, même si on entend souvent tout va mal, c'est l'apocalypse, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire, il y a un monde extraordinaire qui est en train de se bâtir, un monde beau, lumineux, avec des millions de personnes partout sur la planète. Et oui, notre monde va mieux à travers diverses statistiques. Notre monde va mieux parce que l'extrême pauvreté a régressé depuis une dizaine d'années. Le travail des enfants a régressé depuis une dizaine d'années. La façon dont on conçoit diverses solutions dans le monde d'aujourd'hui, ça a changé. On a une préoccupation autre que juste purement économique. Le monde est plus, je dirais, plus sensible à ce qui se passe. Est-ce que les gens ont tous changé leur comportement? Pas nécessairement, mais il y a une sensibilisation qui est là. L'éducation et la scolarisation des enfants est en croissance partout dans le monde également. Je pourrais en nommer comme ça pendant 2 heures de temps. C'est extraordinaire. Il y a vraiment lieu d'espérer. Notre monde est en bonne voie. Donc, pour changer, on a besoin de changer, on a besoin de se transformer, on a besoin d'amener une autre façon à être pensé, agir autrement. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé mon livre de cette façon. Dans nos attitudes, nos comportements, nos façons d'être, nos actions, on a quelque chose à faire, individuellement et collectivement. Si je vous demandais quel monde vous désirez entre les deux, la partie les photos à gauche ou les photos à droite, que vous diriez-vous? J'imagine que c'est à droite. Si on demandait quel monde nos enfants veulent avoir dans les futures années, dans l'avenir, c'est probablement la même chose. Qu'est-ce qu'on attend
Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses, vraiment? Comment on peut changer les choses? Je vais en parler dans les prochaines minutes. Il y a un terme qu'il faut mettre, je vous dirais, en gros dans notre façon de vivre, notre façon d'être et de penser, l'indignation. Pour changer notre monde aujourd'hui, il faut être indigné de ce qui se passe. Indigné, ça ne veut pas dire d'être découragé puis de vouloir battre tout le monde. Non, non. Indigné, ça veut dire, quand on se dit sincèrement, ça n'a pas de sens, il faut faire quelque chose, c'est parce qu'on est indigné. On a besoin de ça avant d'amorcer des changements et on le voit de plus en plus. En fait, je fais ça très rapidement, en quelques secondes. Juste notre monde, comment évoluer. Notre Terre a plus de 3,8 milliards d'années d'existence. L'homme est arrivé il y a à peu près 250 000 ans, et l'homme, dans notre nature, l'homme qui nous ressemble davantage, à peu près dans 10 à 20 000 ans. Donc, ce qui veut dire que la présence de l'humain, comme on l'entend, comme on est, représente à peu près 5-10 millièmes de l'histoire de la Terre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a changé comme chose? Donc, tout ce qu'on parle, tous les grands enjeux ont débuté dans les années à peu près 1850, lors de l'industrialisation. C'est-à-dire que l'homme, son cerveau s'est développé, a compris plein de choses, s'est mis à peaufiner ses techniques de chasse, de vie, pour ses modes de vie. Bref, a trouvé une façon efficace de faire le travail plus facilement, plus rapidement. Et c'est là, à ce moment-là, que les usines, les éléments de transformation ont pris naissance. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a donné le fait que finalement, dans les années 30, plus tard, on s'est mis à se rendre compte que, OK, on industrialise, on a des usines, on fait tout automatiquement, mais il se passe des choses un peu étranges. Au niveau social, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Au niveau environnemental, ça ne fonctionne pas. Et là, on a eu comme des vagues d'activisme. On a vu les Gandhi, Martin Luther King, on a vu les Nelson Mandela avec l'apartheid. Il y a eu des causes sociales qui ont pris le palier. Et ces causes-là ont ameuté l'opinion publique et un peu partout dans le monde, on s'est mis ensemble pour essayer de combattre ces causes-là. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 70, on a eu un certain éveil de conscience. On a commencé avec des enjeux environnementaux, des marées noires qui ont eu lieu. On s'est questionné là-dessus. Plus tard, dans les années 80, on a vu les pluies acides au Québec, on les a bien connus, les pluies acides. Donc, on s'est dit, bien, Caroline, on est en train de causer des problèmes majeurs avec notre façon d'être, notre façon de fonctionner. On a eu, par exemple, dans les années 80, en 87, le rapport Notre avenir à tous, la commission Brundtland, qui a pour la première fois parlé de développement durable, un développement qui permet de se développer de façon responsable sans hypothéquer finalement l'avenir de ceux qui vont nous suivre. C'était la première fois qu'on parlait de ça, qu'on se préoccupait de ce qui s'en venait par la suite. Après ça, bien sûr, les urgences se sont poursuivies. Des urgences, là, on connaît l'urgence climatique, les urgences sociales, il y en a eu énormément. Donc, au moment où on se parle aujourd'hui, on est dans l'urgence un peu partout. Ce qui fait que dans le futur, qu'est-ce qu'on doit amener? On doit amener une façon d'être, de penser, d'agir autrement. C'est le autrement qui est le plus important. Et on en est rendu là aujourd'hui. On regarde les grands enjeux. Qu'est-ce qu'on voit? Pollution, réchauffement, répartition des richesses, les déchets, bref, on en a plein. Et sur les 5 questions que les gens me posent, c'est d'ailleurs à la base de ce que j'ai créé en termes de livres, mais dans mes conférences que je donne un peu partout, pourquoi on en est rendu là dans notre monde? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Y a-t-il encore de l'espoir face à l'avenir malgré tout ce qu'on voit? Est-ce qu'on a un vrai pouvoir? La réponse est oui, je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça aussi, il y a des milliers de gestes, de solutions, de comportements qu'on peut avoir pour changer les choses. Tout ça est basé sur 4 piliers. J'appelle ça le monde et ses 4 P. P pour la planète, on doit se préoccuper de la planète, nos impacts de mode de vie sur la planète. Sur les personnes, bien sûr, les enjeux humains, les enjeux sociaux. Sur l'économie et le profit qui est au centre de tout, comme on sait tous, et qu'on doit combattre à travers ce qu'on vit et ce on va vivre dans le futur.
Et élément majeur, le pouvoir. Le pouvoir, souvent, je parle de politique aussi, P pour pouvoir ou politique, c'est là finalement que souvent on se rend compte, on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir, mais on en a un énorme de mettre une pression sur les gens au pouvoir privé et public, mais ça, j'y reviens tout à l'heure. En fait, les obstacles à notre monde, c'est notre manque d'information. Oui, ça fait bizarre à dire, alors qu'Internet, on a une plus grosse banque d'informations de toute l'histoire de l'humanité. On manque d'informations. Oui, on en manque, non seulement parce qu'il y a énormément d'informations, on ne sait pas où aller fouiller, et pendant ce temps-là, il y a des campagnes de désinformation et des gens qui ne veulent pas qu'on connaisse ce qui se passe réellement. Donc, on a autant de bonnes que de mauvaises informations. Ce n'est pas facile. Et un manque d'information dans le sens où les gens n'ont pas le courage ou n'ont pas l'intérêt d'aller chercher l'information parce que c'est un effort. C'est un effort d'aller chercher je ne sais pas, où trouver l'information, quoi les bonnes sources, puis tout ça. C'est un effort. Donc, le manque d'information est au cœur de tout ça. Moi, je suis engagé depuis au-delà de 30 ans, et je dirais dans les 10 dernières années, j'ai parlé à au moins 1000 personnes, que ce soit une discussion de 5 minutes ou une discussion de 3 heures, puis c'est toujours ça qui revient. On discute sur un sujet, ils me disent ouais, tel réchauffement, telle chose. Là, j'explique un peu le principe. Puis là, ils sortent des nues et ils me disent ben, coudonc, pourquoi on ne nous dit pas ça? Bien, j'ai dit moi, je vous dis ça parce que j'ai pris le temps avec vous individuellement. On a jasé pendant à peu près 1 heure, peut-être ensemble, mais on ne peut pas faire ça avec tous les gens sur la planète. Donc, l'information, c'est fondamental. Notre état d'esprit. Est-ce qu'on est découragé? Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce on pense qu'il y a une formule magique technologique qui va arriver? Eh bon, notre état d'esprit est fondamental dans la façon de recevoir l'information. L'engagement, bien sûr, des dirigeants. On entend tout le temps que c'est les multinationales, que c'est les dirigeants, les politiciens. Bien oui, en partie, mais nous autres, on fait partie de la problématique également. C'est très important. Donc, tout ça s'associe finalement pour le monde dans lequel on vit, pour ce qu'on vit comme tel, les grands enjeux. Et finalement, les fameux lobbies. Dans le livre, je parle de quelques-uns des lobbies. On parle du pétrole, on parle des armes, on parle du sucre, on parle du pharmaceutique. Ça aussi, ça a un incident directement sur les décisions des dirigeants de notre monde, autant politiques que privés. Et ça a un impact majeur. Donc, voilà pourquoi notre monde est comme ça. Bon, je ne passerai pas de temps, mais c'est fascinant. Notre cerveau a une part à jouer là-dedans. Notre cerveau, on a un petit organe qui s'appelle le striatum. Donc, on a appris dans les cours de bio, le corps strié, il est aux commandes de notre cerveau. C'est lui qui nous incite à l'action, c'est lui qui nous incite aux réactions, à la motivation à faire quelque chose. S'il n'est pas là, on ne survit pas. Et ça, bien, il nous régularise dans nos attitudes, nos comportements, nos réflexions. La nourriture, les 5 besoins initiaux, pour lui, c'est ça qui est le plus important. La nourriture, le sexe, le statut, comment on est perçu, l'information et le moins d'efforts possible. Il faut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, ça a été ça. Il est en mode survie, besoin de survivre. Donc, il faut que je mange, il faut que je procrée, il faut créer d'autres personnes, ça me prend de l'information pour savoir quoi faire. Bref, le cerveau, on est conditionné, et si on veut changer nos façons d'être, il faut reconditionner notre cerveau. Notre monde actuel, bon, bien, on voit à travers les images, pendant qu'une certaine partie du monde mange à être malade, on gaspille, on en parlait dans une conférence tout à l'heure, juste au niveau du gaspillage, on gaspille à peu près le tiers de la nourriture qu'on produit qui serait destinée aux humains. Et si on ne le perdait pas et on le donnait à des gens qui sont souffrants de la faim, on aurait à peu près 3,6 milliards de personnes qui seraient nourries. Donc, la faim sur la Terre serait éradiquée. Donc, quand on comprend ce genre de situation-là, on se questionne. Puis c'est là, je parlais tantôt d'indignation. C'est important de voir que ça existe, de voir que finalement, on a quelque chose qu'on peut faire. Notre pouvoir dans tout ça.
Notre pouvoir, on en a-tu? Oui, on en a vraiment. Vraiment. Il faut en prendre conscience, c'est ça qui est le plus important. Premièrement, on en a comme individu dans nos gestes qu'on fait au quotidien. Ça, c'est la première chose. Il y en a des centaines et des centaines. Je pourrais faire une conférence de 3 heures juste là-dessus, mais individuellement, on a quelque chose qu'on peut changer. Deuxième, en groupe. On voit des organismes, donc, qui sont en groupe, des mouvements, des associations qui se mettent en groupe, quelques-uns, pour changer des choses, amener des solutions. Et c'est une deuxième façon où le pouvoir est exercé dans le monde. Et la troisième chose, c'est des foules. On le voit à travers les marches partout sur la planète, les protestations publiques, où il y a énormément de monde, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui mettent une pression, qui essaient de faire changer les choses avec un message clair. Donc, vous voyez qu'on a 3 axes d'intervention vraiment différents. Notre pouvoir. Il faut comprendre que c'est l'être humain qui est au centre de tout. Qu'on parle de la planète, qu'on parle de l'économie, qu'on parle du social, c'est l'être humain qui est au centre de tout. Et dans nos sociétés, il y a diverses portions de notre société qui sont concernées par ça. Les gouvernements, les entreprises, les organismes, les individus, les collectivités. Notre monde est formé de ça. Et l'humain est au centre de tout ça et on gravite à travers ça. Comme personne maintenant, on a 4 rôles fondamentaux. On est des citoyens, on est des travailleurs, on est des consommateurs et on est des électeurs. Je vote, j'ai un pouvoir. Je consomme, j'ai un pouvoir absolument épouvantable, extraordinaire. Je suis citoyen dans des actions sociales, de citoyenneté, dans mon entourage, dans ma ville. J'ai un pouvoir, je peux faire changer vraiment les choses. Et aussi comme travailleur. Dans mon milieu de travail, on parle beaucoup de la famille, on parle beaucoup des groupes sociaux, mais le milieu de travail, c'est un groupe social fondamental. Et là, on a un pouvoir énorme. On est au quotidien avec les gens avec qui on travaille. Donc, on est capable de faire changer les choses dans l'entreprise pour laquelle on travaille ou chez les gens qu'on essaie de sensibiliser. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on n'a pas de pouvoir, on en a énormément. Il faut juste en prendre conscience. On a le choix avec le pouvoir, nos réactions. Ou bien je constate ce qui se passe, puis j'évite ça. Ou bien je parle, puis j'agis, ou bien je me tais, puis j'attends que ça passe. Ou bien je m'oppose au développement comme on le connaît actuellement, puis qui nous a menés où on est. Ou bien donc j'y adhère, puis en fait, je ne réagis pas. Bref, est-ce qu'on accepte ce qui se passe ou on ne l'accepte pas? C'est à nous de prendre la décision, puis c'est une décision. Tant qu'on se contente de dire, ben voilà, ça se passe, ça n'a pas de sens, puis il faudrait que ça change. Le faudrait que ça change, là, ben en fait, on a une participation à faire là-dedans, fondamentale. Je pourrais parler pendant 3 jours sur des initiatives qui se sont produites dans le monde, extraordinaires. Des gens qui ont changé le monde, des personnes qui ont changé le monde. On pense au Gandhi, on pense au Luther King, mais des personnes qui ont fondé des organismes, des entreprises, on en connaît certaines. Là. Si on parle Body Shop, entre autres, au niveau des cosmétiques, Anita Roddick a changé complètement la façon de voir les cosmétiques, responsable, naturel, qui vient en aide à des communautés. C'est extraordinaire. On a plein d'exemples. Partout des initiatives extraordinaires, des gens qui ont décidé de changer des façons de faire avec les plus pauvres de la planète, des gens qui ont mis en place des projets où les aînés avec les jeunes travaillent ensemble pour une meilleure cohésion sociale. Bref, il y en a plein. Les mouvements citoyens, le MeToo, le mouvement contre le climat, le réchauffement climatique, on peut parler de le racisme, on peut parler des véganes, on peut parler du traitement des animaux, il y en a plein. Notre monde était vraiment en ébullition et il y en a énormément pour espérer. C'est pour ça qu'au 4e volume de mon livre, La beauté du monde, j'en parle de long en large. Il faut avoir espoir. Si on veut changer les choses, si on veut amener un nouveau monde, il faut qu'on espère, parce que si on perd l'espoir, on perd tous. Mais on a raison d'espérer. Les solutions sont nombreuses. Il y en a plein.
Ça peut être, on parle souvent du zéro déchet, des énergies renouvelables. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, pour. Est-ce que je prends moins la voiture? Est-ce que moi, je consomme moins? Est-ce que je prends moins d'énergie, électricité? Est-ce que il y a plein. Est-ce que je m'abonnais à un panier bio comme tel? Est-ce que, par exemple, moi, je choisis de m'investir, de m'impliquer dans une association pour une cause sociale? Il y en a plein, 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 plein. Et on a un pouvoir à travers tout ça. Ou bien on met sur pied des solutions, ou on adhère à des solutions, des groupes de solutions qui sont déjà en cours, mais d'une façon ou d'une autre, on peut changer les choses et on a vraiment un pouvoir énorme et une solution nombreuse. Ce que ça demande, bien, ça demande une empathie, ça demande un altruisme, ça demande une compassion, d'avoir en tête la simplicité, la gratuité, bref, de savoir qu'on est un être social et qu'on doit travailler tous ensemble pour le bien commun, le bien de la société et ceux qui sont peut-être moins chanceux que nous, et on a raison de le faire. Je veux vous amener à la notion de greenwashing, que vous avez peut-être déjà entendu. En français, c'est éco-blanchiment. Bon, c'est un mot un petit peu étonnant qu'on utilise très rarement. Le greenwashing, ce n'est pas compliqué, c'est une façon de redorer, c'est un discours qui est un peu, je dirais, teinté, un peu même des fois frauduleux, qui nous permet de croire que l'entreprise ou que l'organisation qui est en cause est extraordinairement bonne, responsable et tout. Ça peut prendre de diverses formes. Ça peut prendre, par exemple, une entreprise qui dit « Wow », qui annonce dans ses promotions, « ben moi, finalement, voyez ce que je fais maintenant, j'ai plus tel produit, j'ai pas tel produit dans mes solutions, dans mes aliments ou quoi que ce soit. » Bien, je comprends. Elle ne l'a jamais eu de toute façon. Mais là, parce qu'il y a une loi qui est passée pour obliger, elle fait tout ça, puis elle mentionne comme si elle avait été novatrice. Ça peut être quelqu'un qui dit, puis c'est un exemple vrai là, que j'ai vécu, on achète un jus, 2 litres de jus à l'épicerie, et là, ben, c'est inscrit sur l'affichage, l'étiquette, fait avec du vrai jus. Ah ben là, moi, je connais quelqu'un qui l'a acheté. Ah ben oui, bon, ben pour ma santé, fait avec du vrai jus. C'est complètement faux. Il y a peut-être une cuillerée à thé de vrai jus dans tout ce contenant-là, et pourtant, c'est vrai que c'est fait avec du vrai jus, on ne peut pas dire que c'est faux, mais c'est mensonger en quelque part parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Encore ça, j'en ai des dizaines et des dizaines d'exemples à donner. Il faut se méfier. Donc, il faut aller au-delà de voir ce que l'entreprise elle-même, comment elle vend ses produits. J'ai même vu dernièrement une compagnie, un constructeur automobile que je ne nommerai pas, bien que j'ai bien envie de le nommer, mais bon. Il se promène avec un VUS, qui déjà en partant est un peu problématique. Un VUS sur les plages avec comme une grande gratte en arrière et ramasse, tellement gentil comme entreprise, gratte pour ramasser tous les déchets plastiques sur la plage. On dit « Wow! » À cause de son VUS, il nettoie les plages, c'est beau. Puis on voit quelques secondes après des petites tortues, des bébés tortues, qui avancent et qui se rendent à la mer. « Oh, wow! » Alors là, la compagnie de communication a très bien joué son rôle. C'est comme, on voit que cette compagnie-là a à cœur la planète et tout, alors que dans les faits, ça n'a absolument rien à voir probablement. Alors, le greenwashing est très important parce que je connais énormément de monde, puis moi je suis de prendre au piège à de nombreuses reprises depuis dans les années, mais il faut être très à l'affût. Regardez ces titres d'actualité. Je suis allé dénicher, j'en ai à peu près 25 comme ça, puis c'est une partie seulement. Est-ce que le citoyen a un réel pouvoir? La réponse, c'est systématiquement oui, avec un O majuscule. Des Amazones de ce monde qui sont poursuivis par des citoyens pour du greenwashing, puis qui doivent verser une amende de millions de dollars. Des citoyens qui poursuivent des compagnies de tabac pour avoir finalement porté atteinte à leur santé et qui gagnent. Des citoyens on sait ici au Québec, projet GNL Québec qui a été abandonné,
C'est quoi? C'est encore une fois la pression citoyenne qui a mis tout ça, qui a permis tout ça. Des citoyens de la ville où il y a des entrepreneurs qui veulent couper des boisés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, finalement, les citoyens, il y a un niveau de bouclier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que finalement, les citoyens ont raison et la municipalité empêche, empêche de raser le boisé et tout. On a même, imaginez-vous, ce qui était impossible, il n'y a pas si longtemps, on aurait dit que c'est de la science-fiction. Il y a même un comité de citoyens qui a poursuivi le gouvernement des Pays-Bas par rapport au fait que ce gouvernement-là n'avait pas pris les moyens pour empêcher d'atteindre la santé de leurs citoyens. Donc, qui avait été finalement, je dirais, à la base d'une santé hypothéquée dans le futur pour les citoyens. Alors, ils ont poursuivi le gouvernement d'un pays et ont réussi une décision de la Cour suprême. La Cour suprême a ordonné aux Pays-Bas, au gouvernement des Pays-Bas, de mettre en place des chiffres, des visées, des objectifs pour réduire de façon importante les gaz à effet de serre dans un délai je crois, de 3 ou 4 années, quelque chose comme ça. Donc, les citoyens, quand le gouvernement, voyons donc, on ne peut rien faire, ça n'a pas de sens. Et oui, ça a du sens, ils ont gagné. Puis c'est actuellement sur la planète, c'est ce qui se passe énormément. Shell, qui est un des grosses pétrolières au monde, même chose. Les citoyens l'ont poursuivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Shell a été débouté en Cour suprême encore une fois et a été obligé de payer une amende considérable et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il y en a plein partout. Il y en a au Québec, il y en a au Canada, il y en a ailleurs dans le monde. Incroyable. À Cuba, des citoyens se sont levés pour défendre les animaux qui étaient, en fait, pour la protection des animaux qui étaient vraiment humiliés, qui étaient vraiment maltraités. Bien, après la mobilisation citoyenne, les autorités cubaines ont mis en œuvre une loi, ont passé une loi qui maintenant empêche justement la maltraitance des animaux. Et là, je pourrais continuer. Il y en a partout. Fait que quand les Monsanto, si vous connaissez Monsanto, c'est parmi les entreprises multinationales au monde, c'est parmi les pires. Donc, ils sont d'une puissance, c'est probablement une des plus puissantes au monde. Ils ont fusionné avec la compagnie Bayer, que vous connaissez peut-être, ceux qui font les aspirines. Alors, Monsanto avait les semences, avait toutes les pesticides pour justement empêcher les herbicides pesticides. On connaît le Roundup, là, c'est eux autres qui ont fabriqué ça, qui fabriquent ça. Alors, ils se sont fusionnés avec Bayer, qui eux autres ont les chercheurs en laboratoire pour amener des remèdes, pour amener des solutions chimiques et tout et tout. Et imaginez-vous la puissance. Eh bien, Monsanto, juste aux États-Unis, ont au-dessus de 1600 poursuites qui sont en cours contre notamment le Roundup pour les atteintes à la santé que cet herbicide-là amène. Et pourtant, on le sait depuis longtemps et on continue à l'utiliser. Alors, il y a quelque chose qui se passe, mais Monsanto a été débouté et il y a plusieurs groupes de citoyens qui ont réussi à avoir raison au niveau de cette poursuite-là contre Monsanto. Est-ce que les citoyens ont du pouvoir? Vous le voyez, il y en a énormément. Il s'agit d'y croire puis de donner suite. Ça, c'est des exemples de mobilisation citoyenne dans le monde. On parle du racisme, on parle de la cause des femmes, on parle du climat, on parle du désinvestissement dans les énergies fossiles. On parle du mouvement vegan, traitement des animaux. On a plein. Alors, ces soulèvements populaires-là, partout sur la planète, qui amènent des remises en question, parce qu'on comprend que quand il y a un soulèvement de 1000 personnes la première fois, ça éveille, ça rouvre les yeux. Oh, il y en a qui se rajoutent là-dedans. Deuxième manifestation, bien, ils sont peut-être rendus 1200. Puis là, finalement, il y en a qui voient ça de loin, ils ne sont pas sensibilisés tant que ça, mais ils disent, moi, je vais y participer, ça a l'air quelque chose. Ils embarquent, on se ramasse au bout de quelques années, ils sont 10 000, 15 000, 20 000. Parlez-en à Greta Thunberg en Suède. Petite fille, 16 ans, elle décide qu'elle, moi, là, regarde, je ne peux rien faire, je ne suis pas puissante contre les grands de ce monde.
je vais aller m'asseoir parce que moi, mes convictions, je les ai. Je vais aller m'asseoir des marches du Parlement en Suède, puis c'est ma façon à moi de faire quelque chose. Ses amis la suivent quelques mois plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Ben regarde, je m'assois. Ils vont s'asseoir avec. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben finalement, bon, ben dis, regarde, on est une gang maintenant, on est des centaines. Bon, ben OK, on prend le vendredi après-midi, c'est le vendredi pour le climat. Alors, les jeunes à l'école décident d'avoir leur vendredi après-midi pour le climat. Ils vont à tous les vendredis manifester en s'assoyant dans les marches. Et vous voyez depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la planète, le jour de la Terre, entre autres, là, sont partout les jeunes sur la planète, sont mobilisés dans tous les pays du monde. Pourtant, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas été mobilisés avant ça, mais la jeune Greta Thunberg, pour laquelle les jeunes s'identifient, puis c'est devenu une idole vraiment extraordinaire, même s'il y a des gens qui essaient de la mettre de côté, mais ça, on comprend souvent pourquoi. Là. Il y a beaucoup de désinformation dans tout ça. Alors, cette jeune fille-là a une conviction, a mis ça en œuvre, elle dit, moi, voici, il faut qu'on sache, c'est ma façon d'être vindicative de tout ça. Et voilà. Alors, il y a un mouvement mondial, elle passe partout dans les médias sur la planète, extraordinaire, et les jeunes la suivent. J'ai participé à une manifestation pour le fun, juste pour voir le senti des gens, des jeunes, puis j'ai jasé avec plein de jeunes là-dedans, puis hey, c'est comme, wow, pourquoi tu es là? Ça n'a pas de sens ce qui se passe sur la planète. Oui, moi, je suis la planète. Puis là, hey, moi, je trouvais ça beau, c'était touchant de les voir. Puis plusieurs parlaient de Greta Thunberg. Même s'ils sont dans l'adolescence, que, oh, moi, je suis ado, hein, pour les autres, là, moi, là. Ah non, pas en tout. Fait que je trouve ça beau. Alors, il y a de l'espoir énormément, mais comme je disais tantôt, il y a de l'espoir dans les solutions, dans les projets, dans la prise en main des citoyens. Mais bon sang, on ne le voit pas nulle part. Quand tu trouves les nouvelles à TVA, tu trouves les nouvelles à Radio-Canada, peu importe, à la radio, il y a à peu près 30 secondes pour faire des nouvelles, on n'entend pas nulle part. En nulle part, alors qu'on devait entendre ce qui se passe de beau dans notre monde. Pourtant, je suis en train de vous montrer un milliardième de ce qui se passe. Moi, j'espère, je ferai éventuellement une conférence à 100% là-dessus, une conférence de 3 heures là-dessus, ça vaut la peine, parce que j'en donnais une récemment, puis il y a une participante qui est venue voir après la conférence. Puis elle dit, Jean, je te remercie pour ce que tu t'as apporté. Elle dit, je suis rentré ici, là. Elle dit, moi, je suis découragé de ce qui se passe. Elle dit, tu m'as donné espoir. Ah ben, j'ai dit, ah, merci. J'ai dit, pour moi, c'est une paye. Moi, pas moi comme Jean Provencher, mais moi comme celui qui a un message à donner. Le message l'avait touché. Alors, on voit que ça, en guillemets, ça va mal. Il y a des gros enjeux. On parle très peu des solutions, des beaux projets, mais il manque un bout entre tout ça, c'est l'espoir. Fait que, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, l'espoir, s'il n'est pas là, oublie, il n'y aura pas de changement. Donc, c'est une démarche bien logique. Avant d'amener des solutions, il faut que tu les comprennes. Moi, je jase avec des gens, puis tellement drôle. Ah oui, tel enjeu. Ah oh, ben oui, je comprends, moi aussi, oui. La personne me parle, je dis, ah oui, qu'est-ce que tu en penses? Quand ça fait 20 secondes qu'elle m'a parlé, et puis qu'elle est plus loin. Elle a probablement vu un titre dans un bas de manchette à télé, là, telle affaire, elle a son idée faite. Bien là, quand je parle, je prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ah, là, tu vois les yeux s'allumer. Ah ouais, OK, là, je comprends, là. C'est ça. Donc, il y a un manque d'information. Il faut comprendre avant les enjeux. C'est bien beau dire que Clément, on comprend que, oui, on comprend le climat, on comprend-tu les inégalités sociales, on comprend-tu vraiment la pollution, ce qui se passe réellement. Il faut comprendre les choses. Puis après ça, une fois qu'on a compris, on espère que ce qu'on a compris, ça vaut la peine qu'on fasse des changements. Parce que si on n'a pas d'espoir, oh, je comprends très bien, il n'y a rien à faire, bye-bye. Non, il faut avoir espoir. Puis quand on a espoir, bien, c'est logique. On comprend, on a espoir que ça peut changer, puis ça va mettre quoi? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ma démarche, moi, c'est toujours ça. Comprendre, espérer, agir. Il faut passer par cette démarche-là pour agir, bien, en tout cas, pour au moins sensibiliser, avoir un degré de sensibilisation qui nous permet d'agir. Et ça, ce qui est important aussi, dans la sensibilisation, qu'on veuille agir ou non, dans la sensibilisation, on est dans des niveaux différents. Alors, quelqu'un peut être très sensibilisé parce qu'il l'a été, parce qu'il est dans un milieu de travail où il l'est, ses parents l'ont été, peu importe. Il y a une expérience de vie qui l'a amené déjà à être sensibilisé à la base. D'autres, bien, ils ne l'étaient pas, mais je dis toujours dans une échelle. Tu es dans une échelle de 10 barreaux, tu es peut-être sensibilisé au 4e barreau ou au 5e.
Mais celui qui ne l'était pas, puis qui monte d'un barreau, il est au premier, bien, il fait la même, il avance au même titre que si toi, tu es au quatrième, tu montes au cinquième. Les deux, on a avancé d'un barreau. Il faut prendre le temps je dirais, d'applaudir de ceux qui avancent, puis qui veulent changer des choses, mais il faut quand même respecter le rythme. On ne peut pas tout changer en même temps, c'est impossible. Puis il n'y a pas personne qui va le faire sur la planète, c'est impossible. Je parlais tantôt dans les mouvements, entre autres, il y a le désinvestissement. Désinvestissement, en fait, c'est un mouvement qui exerce. J'ai fait une conférence là-dessus il n'y a pas longtemps. Désinvestir des énergies fossiles. Donc, il y était une époque où on disait, bien, moi, mes placements pour la retraite, mes placements pour plus tard, bon, bien, je mets ça dans tel fonds, tout ça. Là, ça me rapporte au max, puis c'est ça que je veux, j'aurai le plus d'argent possible. Puis là, bien, il est venu une période, il y a peut-être une quinzaine d'années, vingtaine d'années, où on commençait à parler d'investissement responsable. Puis là, c'était comme, on a le choix. Ou bien j'y vais avec mon cœur qui est responsable, puis j'investis juste dans des entreprises qui sont responsables, mais je ne fais pas d'argent pantoute. Ou bien donc, j'oublie ça, puis je continue comme avant, puis j'investis dans ce qui rapporte bien gros. Mais là, aujourd'hui, on en est rendu, c'est plus ça. On n'est pas obligé de faire un ou l'autre. Maintenant, c'est démontré avec les grandes firmes de conseillers financiers dans le monde, là, avec les graphiques, les chiffres à l'appui, tout le kit, là, les investissements responsables, les placements responsables et durables sont maintenant aussi, puis dans bien des cas, meilleurs en termes de placement, de ce que ça rapporte que les autres, les standards dans ce qu'on avait habituellement. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça. On fouille sur Internet, on a les rapports, on a tout, c'est vraiment ça. Il y en a, c'est au moins, oui. Bien, c'est moi qui le dis, je le dis, mais je veux dire, je n'ai pas inventé ça de même. Là. Je veux dire, je me base sur des choses. C'est pas, je te dirais, là, c'est pas une impression que je donne. Ce que j'ai fouillé là-dessus, puis j'ai fouillé, puis j'ai rencontré des gens là-dessus qui sont dans le milieu. Donc, oui, j'affirme que oui. On peut être en désaccord ou pas, mais allez lire, puis vous allez voir qu'effectivement, c'est vraiment le cas. Je n'ai pas dit que tous les placements responsables rapportent plus que. C'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit, on n'est plus obligé de faire le choix que ça ne rapporte pas du tout ou ça rapporte à la tonne, c'est un ou l'autre. Non, non, non. Maintenant, c'est en train de changer. Et ça, il y a un mouvement mondial qui est en train, justement. Puis d'ailleurs, l'Université de Montréal, la semaine dernière, annonçait que d'ici fin 2025, des investisseurs dans les hydrocarbures puis les énergies fossiles. Bien, il y en a plein d'autres, des gouvernements dans le monde qui l'ont fait. Il y a des universités un petit peu partout. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Dans l'Ouest canadien, il y en a plusieurs dans des pays. C'est un mouvement qui est en hausse, en croissance fulgurante, ça aussi. Alors, donc, on voit avec le nombre d'organisations, ça a monté au fil des dernières années énormément partout sur la planète. En fait, notre pouvoir, je le résume en 5 éléments majeurs. Bien, 4 éléments majeurs. Pour moi, notre pouvoir, l'action citoyenne, son orientation, c'est d'avoir une prédisposition à vouloir le bien commun. L'orientation, c'est moi, je veux le bien, je veux faire le bien. Et donc, c'est de faire la promotion du bien à travers nos actions, à travers nos intentions, puis tout ça. C'est l'autrui, c'est le général, c'est le bien commun. Sinon, c'est pour nous autres, personnellement, on se fout du bien commun, bien, on va rester comme on est actuellement, puis on va continuer à être comme on est. Deuxième chose, la mission. Notre mission, dans l'action citoyenne, puis là, peu importe les organisations qui sont là-dedans, les organismes, c'est vraiment, on cherche à transformer le monde. On cherche à le transformer par le bien et à faire le bien. Transformer le monde. Bon, on s'entend que moi, même si je sensibilise 1000 personnes cette année, je n'aurais pas changé le planète entière. J'espère qu'il n'y a pas personne qui a la prétention qui va changer le monde à lui tout seul. Mais, on peut-y revenir par la suite? L'autre chose, c'est ça. Donc, si on a la prétention de dire que moi, je veux participer à la transformation du monde, bien, ce que les gens engagés, les organisations, les mouvements sociaux, tout ça, c'est l'objectif, pas l'objectif, c'est la mission qu'ils ont, c'est de transformer le monde
autant que possible à leur niveau, à eux. Puis si on n'a pas cette mission-là, transformer le monde, bien, c'est comme si on n'a pas notre énergie pour avancer. Donc, dans le fond, puis c'est ce qui relie tout le monde. C'est ce qui relie qu'on soit dans un mouvement social pour les inégalités sociales, pour le climat, pour le traitement des animaux, peu importe la planète, l'être humain, on est tous en lien d'une façon ou d'une autre à divers niveaux. Donc, cette mission-là est commune à l'ensemble des gens qui sont engagés ou qui veulent s'engager. L'objectif, à travers ça, c'est qu'on veut transformer le monde, mais l'objectif, c'est de s'engager dans des actions concrètes, individuelles ou collectives. Mouvement citoyen, bien, c'est collectif. Il y a des choses qu'on peut faire collectivement, puis qu'on a avantage à faire collectivement, puis qui vont nous permettre de contribuer. Il y a des choses individuellement, dans notre vie tous les jours, la façon dont je consomme, la façon, comment sont mes modes de vie, mes achats, est-ce que j'ai besoin de tout, n'importe quand, sans me préoccuper? Est-ce que au niveau de l'alimentation, est-ce que je considère si c'est une alimentation naturelle, biologique? Il y a 1 million de questions à se poser, comme disaient des gens que je connais. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de transformer notre monde à travers des choses concrètes, des initiatives, des gestes concrets, des comportements concrets. Les moyens, c'est d'utiliser on a divers outils qui nous permettent finalement d'arriver à cette fin-là. On l'a vu tantôt, les moyens, les pressions sociales. La pression sociale qui peut être sur les gouvernements, sur les dirigeants politiques, sur les multinationales. Si j'avais 1 heure de plus, je vous en aurais donné des exemples. Par exemple, les Nike de ce monde, il y a bien des années, il y a à peu près 20 quelques années, à un moment donné, il s'était fait prendre en flagrant délit qu'il faisait affaire avec des usines dans des pays sous-développés, en développement, puis où les enfants avaient des conditions absolument abominables, inhumaines, absolument incroyables. Il y a un journaliste qui avait vu ça, puis qui avait fait l'étalage de ça dans les médias. Et Mike avait été forcé de se justifier. Et là, le grand PDG qui arrive au micro en disant, bien, c'est tout à fait, oh non, c'est pas vrai, nous autres, on regarde tout ce qui se passe partout, puis ouais, puis de fil en aiguille, il y a un boycott à ce moment-là qui se met en cause, qui se met en branle, et ce boycott-là, international. Fait que les gens ont dit, pas du Nike, bon, ben regarde, c'est fini. Bon. Fait que le PDG, il nie encore tout ça. Quelque temps après, les ventes de Nike baissent énormément. Et là, ben, le PDG est obligé, forcé de dire, ben regarde, dans le fond, c'est vrai, oui, on est voir, puis a changé ses pratiques. C'est pas encore parfait, puis mais il a changé des pratiques, il a instauré des visites dans les usines, il a publié les résultats des usines, il y a une conseillère à l'éthique, en tout cas, responsabilité sociale. Bon, bref, il y a des choses, il y a des mouvements qu'on peut mettre en branle et qui peuvent faire changer les choses. Donc, mouvement de pression, boycott, des discussions, des rencontres personnelles. On s'en va chez notre épicier. Notre épicier, je n'ai pas de produits bio, mais ça, on a des emballages épouvantables. Tu n'as pas d'entreprises qui sont intéressantes, là, qui font attention, responsables. Allez le rencontrer. Allons le rencontrer, l'épicier, pour y en parler. J'ai justement fait l'expérience la semaine dernière. J'ai dit, ouais, ben, je cherche telle chose, là, tout ça, que ça serait biodégradable. Ça. Non, je n'ai pas ça. Il l'a commandé. Il l'a commandé, puis il l'a mis avec ses produits naturels bio, puis ensemble, pour que ceux qui sont intéressés par ça puissent le faire. Il y a tellement de moyens de changer les choses. On a l'impression que c'est tout le temps David contre Goliath, mais ce n'est pas vrai. Si moi, le matin, je dis, bon, ben moi, OK, je vais faire changer, je ne sais pas, moi, les États-Unis. Je m'en vais aux États-Unis, je vais faire changer. Bien là, on comprend que ça n'a aucun bon sens, là. Mais à notre mesure, puis quand on est avec d'autres personnes, puis quand ça prend de l'ampleur, il y a moyen de changer les choses. On a un pouvoir énorme. Dans nos choix responsables, nos gestes responsables, c'est la base de tout. Donc, on revient toujours, on dirait qu'on tape sur le même clou, mais notre responsabilité première, c'est dans nos modes de vie. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'être le plus responsable, le plus
conscient de ce qui se passe au niveau de notre planète, au niveau des êtres humains qui nous crient au secours, puis qui pourtant, bon, on ne s'occupe pas comme tel. Donc, tout ça, on a des choses concrètes à faire au quotidien. Après ça, on a, bien, c'est ça, j'en ai parlé d'initiative tantôt. En fait, un élément que je me plais à répéter, aux élections, je ne parlerai d'aucun parti, de personne en particulier, c'est personnel et tout ça. Mais quand on vote, est-ce qu'on vote pour nos valeurs? Est-ce qu'on vote parce que j'ai toujours voté pour tel parti ou mon grand-père, mes arrières, mon grand-père, il a tout le temps voté pour ça, puis moi pour ça, sans me questionner? Qu'est-ce qu'on fait quand on met une croix dans... Il faut se questionner, c'est un des rôles qu'on a. Est-ce que, oui, moi d'habitude c'est lui, mais là je m'aperçois que c'est lui qui rejoint plus mes valeurs. Est-ce qu'on a l'obligeance ou je dirais le guts de mettre une croix ailleurs? Ça nous appartient aussi comme citoyens. Le danger, c'est tout ce qui est laxisme, c'est d'avoir un manque d'information, de ne pas comprendre ce qui se passe, c'est d'abandonner et de se dire que c'est les autres qui sont responsables. Ah, je le sais, s'ils pouvaient faire de quoi, c'est les autres, donc ce n'est pas nous, on s'excuse de ça. Donc, je dirais déjà, dans la première attitude, c'est vraiment au niveau de ne pas juste montrer les autres, on fait partie des autres également. Et je l'ai montré tout à l'heure, là, diverses façons de le faire, et ça amène vraiment un changement. Je parlais de l'échelle tantôt, vous voyez. Au niveau de l'échelle, on n'est pas au même barreau, mais l'important, c'est qu'on progresse dans cette échelle-là. Donc, ce que je dis aux gens, quand je parle aux gens, maintenant, nous savons. Donc, quand je donne l'information ou quand quelqu'un donne une conférence puis nous informe sur quelque chose, on apprend des choses, maintenant, on sait. On ne peut plus dire qu'on ne le sait plus. On le sait. Maintenant, c'est nous autres qui avons le choix de faire qu'est-ce qu'on fait après, quand on décide de faire ce qu'on veut après. Si on décide, on a un choix personnel, on ne s'engage pas, on ne fait rien, bon, mais ça veut dire qu'on cautionne finalement ce qui se passe, puis comme tel. Mais vraiment prendre conscience du pouvoir du citoyen, c'est tellement fondamental. Et je vous invite, je l'ai dit dans l'entrée, moi, dans le fond, j'ai publié ce livre-là, Coffret, qui est en vente là-bas, là, parmi les exposants. Un coffret, être, penser, agir autrement. Comprendre notre monde à travers ces grands enjeux, avoir de l'espoir énormément. J'ai un volume qui est complètement là-dessus sur ce qui se passe de positivement. Puis après ça, des centaines de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour changer les choses. Et je rappelle que c'est à but non lucratif. Ça m'a pris 5 ans à écrire. Je ne fais pas une scène avec ça. Je le vends. 100% des fruits de la vente, c'est pour financer des projets humanitaires. Je suis en contact avec des organismes internationaux. Donc, moi, j'en vends j'en vends 10 millions. Je ne fais pas une scène. Je ne suis pas dans cette optique-là de faire de l'argent et d'en profiter à être lucratif. Donc, moi, je vous invite à aller, puis vous allez faire un geste. Vous allez avoir une œuvre de référence. Sur mon site web, jeanprovencher.net, beaucoup de gens qui l'ont acheté et qui font témoignage. Je vous verrai, là, c'est quand même, ça me touche énormément de voir ça. Donc, c'est un outil intéressant et c'est un outil qui va permettre de financer des projets humanitaires. Donc, voilà. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vais passer, on a quelques minutes pour prendre des questions ou des commentaires. Merci. Bon, OK. Il y a David Suzuki qui disait dernièrement, il dit, il faut qu'on devienne aujourd'hui radical. Radical, bien, quand on parle de radical, on a toujours la conception qu'on va aller faire du grabuge, OK? Ce n'est pas cette radicalité-là. Moi, je me dis, on peut s'inspirer de Gandhi d'une certaine façon. Il a changé des choses, Gandhi, avec sa marche du sel puis tout ça, sans aucune violence. Déjà, s'il y a de la violence, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Mais à un moment donné, un point sur la table, c'est normal. C'est normal. De dire qu'on exprime on proteste. Quand on proteste, normalement, on ne proteste pas. Je disais tantôt, on est indigné. Est-ce qu'on est indigné? Si on est indigné, normalement, c'est non, ça n'a pas de sens, il faut que ça change. Pour moi, ça, je suis d'accord. Extinction Rebellion, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font. Je suis d'accord avec leur pensée qu'ils veulent changer, provoquer des choses. Ça, c'est parfait. À la base, c'est correct. Mais il y a les moyens qu'ils utilisent, je ne suis pas toujours d'accord. Comme Greenpeace, je ne suis pas d'accord tout le temps. Mais en même temps, il y en a que je suis d'accord, même si ça
OK? C'est ça. C'est ça, ça ne marche pas. Bien, tu vois, ici au Québec, on n'a pas cette mentalité-là. Tu vois, là, quand il commence à avoir, avec le climat, puis ça, il commence à avoir des manifestations. On a vu un peu de grabuge, ou, tu sais, dans le temps, j'ai fait le cul, mais ça remonte à longtemps. Mais tu sais, on n'est pas comme ça, nous autres. On est bien, tout va bien ici, puis tout ça. Tu regardes en France, on est dans les rues quand ça se passe. Puis l'exemple que tu donnais, là, ben, tu as des, comme, mettons, je pense que c'était les Friends of Earth, les Amis de la Terre, je pense. Ben, il y a bien longtemps, il y a une banque qui avait donné du financement à un projet pétrolier qui était absolument épouvantable en termes environnementaux. C'était épouvantable. Ils avaient cautionné. Fait qu'ils sont ramassés, eux autres, sont allés à la banque, ils ont couché là, mais ils n'ont pas fait de grabuge, là, avec des bandeaux, puis des banderoles, puis tout ça. Puis finalement, après un certain temps, ça a porté fruit, puis la banque s'est retirée l'investissement de ce projet-là. Fait que donc, oui, puis l'affaire, je termine avec ça par rapport à ta question, la radicalité, on ne l'a pas en nous nécessairement. Parce que si on l'avait en nous, avec pas juste l'environnement, mais les problématiques sociales, puis tout ça, il y a longtemps qu'on aurait réagi davantage que ça, on ne l'a pas. Je pense qu'il faut le développer, mais toujours dans un cadre pas nécessairement politiquement correct. Mais pas de violence, puis casser des vitrines partout, puis ça, non, ça ne tient pas de bout, là. Oui, 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 oui. Désobéissance civile. Oui, oui. Bien, c'est ça. La désobéissance civile, là, d'ailleurs, je l'ai là-dedans. Gene Sharp, il y a longtemps, il a défini 198 méthodes de désobéissance civile. Mais la désobéissance civile, ça peut prendre plein d'ampleur. Il y a quelqu'un les gens vont lire ça, ils vont entendre ça, ils vont dire ça pas, non, pas ça, voyons, c'est malade, ils vont mettre le foie par. Non, non, pas nécessairement. Désobéissance civile, je peux décider, moi, de rester à côté d'un arbre qui va le couper pour X raison. Voilà, je fais de la désobéissance. Fait que je ne suis pas violent, je ne suis pas rien, tu sais, mais ça pourrait être ça. Fait que désobéissance civile, c'est sans violence. C'est ça le principe. Fait que, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais il faut faire un pas. Si, quand on nous a dit, je parle du réchauffement climatique parce que c'est ça que l'enjeu qui est le plus à la mode ou que les gens connaissent plus, si on veut, dans le fond. À l'époque, quand le GIEC, au début des années 90, même les scientifiques avaient annoncé que, bon, ben oui, la Terre se réchauffe, puis tout ça. OK, bon. Le GIEC, au début des années 90, avec ses rapports, a commencé à ameuter l'opinion publique. De plus en plus, puis là, celui qui est sorti là, il y a quelques mois, c'est encore pire en pire. Pourtant, on est encore à peu près au même point, tu sais, alors qu'on aurait dû réagir avant. Puis je dis on, je m'inclus là-dedans, j'inclus les citoyens, j'inclus les organisations, les entreprises, le gouvernement. OK? C'est tout le monde. Alors ça, en quelque part, pour moi, ça prend des déclencheurs. Fait qu'à un moment donné, ça prend une certaine radicalité. On va dire, bon, ben, on sort d'un rue, on fait quelque chose, là. Mais je répète, là, je ne prône pas la violence, pas du tout, et même pas matérielle, la violence. Oui.
Oui, oui. Puis particulièrement au mois de mai, avec les pollinisateurs, puis tout ça, c'est oui, effectivement. Mais ça, c'est une conscience. Ça, je te rejoins, pas nécessairement sur la ville de Gatineau. Je ne suis pas de Gatineau, moi, là, mais je te rejoins sur les incohérences. Les incohérences, ça, il y en a plein. Puis, puis je disais tantôt, je parlais de greenwashing, là, mais l'environnement, là, c'est le mot à la mode. C'est le mot à la mode. Question d'environnement, tu peux passer n'importe quoi. Dans les années 80, là, les organisations, là, tu sais, dans le temps, c'était restructuration. On restructure notre organisation. Alors, ils voulaient mettre du monde à la porte. Fait qu'ils se servaient de ça, mettons, pour dire, ben regarde, c'est une restructuration, puis ça passait. Aujourd'hui, l'environnement, c'est à la mode.